Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une heure de conversation vaut mieux que 50 lettres. C'est ce qu'écrivait Madame de Sévigné dans Correspondance. Dans ce nouveau format Hype Soul, les artistes nous accordent un temps d'entretien histoire de mieux comprendre leurs univers. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi de l'autre côté de l'océan Atlantique, au Canada, pour rencontrer David Campana. Pour mettre un mot sur l'invité d'aujourd'hui, il est originaire de Montréal. La musique de Michael Jackson, alliée au chant des chorales de son église de quartier, formeront finalement la base d'une palette musicale qui l'étoffera encore et encore de couleurs tout au long de sa carrière. Une carrière au cours de laquelle il s'épanouira, musicalement comme visuellement, jusqu'à commencer à faire rayonner sa musique sur un autre continent. Je vous parle là de la scène européenne. Pour réussir ce défi européen, il devra déployer de nouvelles couleurs. Il montre déjà les charmes de certaines d'entre elles dans son nouveau projet, un EP intitulé Trop de Love, sorti le 12 mars 2021. C'est à cette occasion précise qu'on a pu échanger ensemble, alors bienvenue dans ce 6e épisode, un moment de part et d'autre de l'Atlantique avec David Campana. Salut David Campana, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Ça va super, merci beaucoup. Aujourd'hui on se parle, je suis en France. T'es au Canada, on se parle à distance, mais l'entretien sera d'autant plus chaleureux, Covid oblige. On va se parler de plusieurs choses. On va revenir tout d'abord sur tes débuts, sur la présentation de l'artiste. J'ai très peu l'habitude de commencer par ça finalement. Généralement, on commence par une présentation rapide et après on revient sur les débuts, mais j'ai trouvé intéressant de commencer par ça justement avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de tes débuts dans la musique, la première fois que tu as touché un stylo, la première fois que tu as touché un micro, de l'univers à Montréal où tu as grandi, n'hésite pas. C'est ton moment, tu peux parler, tu peux t'exprimer. Vas-y. Comment j'ai commencé la musique? Moi, j'ai commencé la musique très tôt dans ma jeunesse. Ma mère elle me faisait écouter du Michael Jackson. Pour moi, c'est dans ça que j'ai grandi, du Lucky Dubé, du Michael Jackson, des trucs qui étaient très poussés sur la vocalise. Donc pour moi, la musique, ça a toujours passé par la voix. Après, j'ai eu un peu cette vie un peu normale de tout jeune chanteur qui va à l'église, qui fait de la chorale et tout. Mais après ça, très vite, tu réalises que la musique, c'est plus un rêve qu'autre chose. Il faut faire du bif, tu vois. Donc nécessairement, ça devient plus un hobby qu'autre chose. Jusqu'au jour où un de mes potes qui écoutait beaucoup de rap français. Il me dit, shout-out à Maxime d'ailleurs, viens chez moi, je vais te faire écouter des nouveaux tracks, des nouveaux beats et tout. Fait que moi, je débarque là-bas, j'écoutais pas tant de rap français à l'époque, j'étais plus américain, Lil Wayne, Drake, des trucs assez commerciaux, là. J'étais vraiment dans la musique assez vaste, tu vois. Et il me fait écouter plein de sons, et tu vois, ça fait 1h30 qu'on écoute du son, c'est lourd, mais en même temps, je dois rentrer, tu vois. Fait que là, je lui dis à un moment donné, je dois bouger. Il me dit, un dernier son, je vais te faire écouter, il me fait écouter Kerry James à l'ombre du show business. Et là, il y a eu un déclic chez moi. C'est comme si cette chanson-là avait réveillé chez moi ce qui était latent, tu vois, la passion de faire de la musique. C'est comme quand j'ai entendu les paroles de Kerry James, même si c'est pas le style de musique que je fais aujourd'hui, ça résonne encore dans ma tête. Nos destins sont d'étoiles. Nos destins sont d'étoiles qui dévoilent le destin des êtres sans étoiles. Et pour moi, c'était un peu cette image-là que j'avais de moi-même, tu vois, dans le sens que je savais que j'allais réaliser des grandes choses, mais je savais pas par quoi. Et c'est comme si ça a réveillé chez moi que, mais non, mais il faut que tu chantes, en fait. Toi, c'est comme ça que tu vas faire passer ton message, comme ça que tu vas faire passer ta vie. Donc après, à partir de ce moment-là, j'ai pris un stylo le soir même. J'ai écrit, je suis venu leur montrer mon texte, c'était de la merde. Mais il m'a dit pareil, c'est exact. Il m'a dit pareil, c'est ton premier texte, quand même, lâche pas. Et cette phrase-là a résonné chez moi et depuis ce jour-là, j'ai jamais arrêté. Je me rappelle, c'était genre 13 octobre 2010. Donc c'était il y a environ 10 ans. Si je me trompe pas, tu avais environ 19 ans à ce moment-là. Exactement, exact. D'accord. Et c'est intéressant que tu dis ça parce qu'on va revenir finalement sur tes tout débuts. T'en as presque oublié de te présenter. Est-ce que tu peux vraiment revenir sur ces informations-là, sur vraiment recontextualiser de manière, tu sais, que ce soit le lieu, l'endroit exact. Ouais. C'est vrai, j'ai pas donné le lieu, j'ai raconté l'histoire, mais en gros, tout ça se passe, je viens du Québec, donc je suis né à Montréal. Mon nom, c'est David Campana. J'ai grandi dans le quartier Villeray, qui est un quartier un peu, tu sais, avec les classes moyennes, tu vois, un peu, mais avec des coins un peu plus pauvres, tu vois. C'est dans le nord-est de Montréal. En gros, j'ai grandi comme tous ces jeunes, on chill dehors, on joue au foot, on joue au basket, on a des grands rêves, on est passionné de hip-hop. On est passionné d'urbain, donc j'ai grandi là-dedans et quand je redécouvre la musique à 19 ans, je suis à Québec, donc c'est une ville à 2 heures de Montréal où je suis allé étudier et jouer au foot d'ailleurs.
Je jouais pour l'école là-bas. Et en gros, ben c'est ça, je joue là-bas et je rencontre ce mec qui me fait écouter cette musique. Et ça vient réveiller chez moi le style de musique que j'allais faire dans le futur. Donc, dans le sens, un rap quand même assez conscient, un rap qui raconte quelque chose de vrai. Donc, c'est ça, je viens de Montréal. Et je représente mon quartier, je représente ma ville. Pour moi, c'est une ville assez diversifiée. C'est un endroit qui t'emprunte la manière dont je rappe. Justement, je rappe dans les deux langues. Et Montréal, c'est vraiment l'île des deux langues. Est-ce que l'évasion par la musique, tu l'as vu comme finalement une émancipation des conditions sociales? De dire, je vais pas rester enfermé, il y a plus de barreaux imaginaires, vous savez quoi, je vais m'évader, je vais faire de la musique, je vais faire et se démarquer finalement des autres. Est-ce que tu l'as senti comme ça? Ouais, of course, c'est mon motto, tu vois. Moi, c'est prouver que l'impossible est possible, tu vois. Moi, quand j'ai commencé à faire de la musique, je savais interpréter de la musique. J'avais interprété toute ma jeunesse, tu vois. Mais j'avais jamais écrit. Et le rap, tout le monde dit que c'est de la musique de jeunes, mais pour moi, je trouve que c'est la musique qui aujourd'hui est la plus technique. Dans le sens que les artistes de rap sont encore les seuls artistes qui écrivent leurs propres textes, qui font leurs propres mélodies. Et ça, dans le milieu de la musique, dans tous les styles, que ce soit la pop, le rock ou n'importe quoi, ils ont des mélodistes, ils ont des choristes, ils ont des écrivains. L'interprète, il fait qu'interpréter la chanson, tu vois. Donc, le rap, c'est toute une école en soi. Et moi, quand je découvre ça, c'est pas seulement au niveau musical que je m'émancipe, mais c'est aussi au niveau de la débrouillardise, de l'indépendance, de la pensée de faire par soi-même. Tu sais pas faire de vidéo, t'as besoin d'un vidéoclip, ça te coûte 2000, t'as pas le 2000, tu le fais toi-même. T'apprends. Après, t'en fais pour d'autres parce que tu développes une expertise. Et c'est tout le grind du milieu hip-hop que quand tu passes par la pop, par exemple, ben, t'en as pas, tu vois. T'as pas ce truc parce que c'est déjà tout orchestré, organisé. Il y a déjà une industrie. Dans le milieu hip-hop, il y a rien. Surtout à Montréal, d'où je viens. Quand j'ai commencé en 2010, c'était les débuts de ceux qui perçaient un peu, que le hip-hop commençait à se faire entendre, tu vois. Donc, il y avait rien. Donc, tout était à faire. Donc, nécessairement, ça crée chez toi premièrement, la liberté. Ça crée aussi le besoin d'être indépendant. Ce désir donc, tu pars de chez tes parents, tu vas à l'école et tout. Donc, ton rêve, ça devient que tu dois bosser. T'apprends à bosser dur aussi. Et tu comptes plus les minutes, tu comptes plus le temps. Donc, nécessairement, c'est comme un joueur de foot qui découvre sa passion et qui joue jour et nuit, tu vois. Clairement, ça a cherché chez moi cette envie. Ben, surtout, je dirais le mot qui revient, c'est résilience, tu vois. Et je pense que dans le milieu du hip-hop, que ça soit en France ou en Belgique ou que ça soit aux États-Unis, que ça soit dans le Canada anglais, je pense que toute cette mentalité de résilience, donc de partir d'un milieu et de pas y rester et par la musique ou par n'importe quel milieu artistique, de pouvoir s'émanciper, devenir quelque chose, devenir quelqu'un qui a réussi, qui peut amener du bread pour sa famille, ça fait partie du processus. Tu parlais de qualité d'interprétation, ce qui est flagrant chez toi, et depuis très jeune, étant donné que tu as commencé avec les chorales, comme tu le soulignais très bien. C'est intéressant que tu parles de ça, je vais faire un parallèle avec quelque chose. Au tout début, lors de mes premières interviews, bon déjà pour recontextualiser, j'ai 18 ans, donc je suis vraiment au tout début de mes interviews. Au tout début, je parlais merci beaucoup, je parlais avec un artiste québécois qui te ressemble à bien des égards, qui a bien des points communs avec toi, qui interprète en anglais et en français, qui s'appelle Zach Zoya. Et ensemble, on parlait de quelque chose et il me disait... Et à l'époque, je te parle de mon âge parce qu'à l'époque, au tout début, ça m'avait marqué ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, tu sais, on peut mieux communiquer musicalement que textuellement. C'est-à-dire que pour moi, les sentiments vont mieux passer par la musique, par l'interprétation que par ce qu'on dit à l'intérieur. Est-ce que toi, tu le vis réellement comme ça et comment ça a résonné chez toi, cette chose-là? Mais en fait, j'étais je suis quelqu'un verbomoteur qu'on appelle, donc quelqu'un qui parle beaucoup. Et nécessairement, je suis quelqu'un aussi de rebelle, révolutionnaire. Donc dès qu'il y avait un sujet ou quoi que ce soit, je m'exaspérais, je parlais, je donnais mon avis. C'est souvent, on m'appelle politicien ou l'avocat, tu vois, ces trucs-là, tu vois. Donc ça fait partie de moi. Mais quand j'ai découvert la musique, c'est comme la musique qui est devenue mon catalyseur, tu vois. Toute cette énergie que je perdais à défendre des points qui vont nulle part, ben ça s'est transféré dans l'écriture. Ouais. Et puis là après, ben t'es beaucoup plus apte à profiter des moments de la vie présents et justement, ben, j'écoute plus les nouvelles maintenant. J'écoute très rarement les trucs. Je me fais plus embourber dans plein de discussions, dans des débats inutiles, tu vois. Ça, c'est grâce à la musique. La musique, c'est le parfait
manière de communiquer sans avoir besoin de communiquer. Au final, tu t'es libéré, tu as dit ce que tu avais à dire à travers la musique. Et c'est magnifique pour ça, tu vois. En parlant d'émancipation, de libération, tu as délivré le projet Trop de Love le 12 mars 2021. Un projet que je trouve court, cohérent et maîtrisé parce qu'il fait 7 titres, c'est un EP. Est-ce que tu peux me parler de l'idée générale derrière ce projet, comment tu l'as créé, le processus de création autour? Of course. Déjà, j'ai sorti mon premier album en 2020 qui s'appelait Bonjour Aïe, qui était justement le parallèle dans mon style, tu vois. La culture américaine qui rencontre la culture québécoise et francophone par le fait même. Mais c'était plus dans une optique, tu sais, j'étais dans une autre optique de la musique, je découvrais aussi des nouvelles manières de fonctionner, j'étais beaucoup plus dans une ouverture, un test, et je me rendais pas trop compte de l'importance d'être vraiment entier sur toutes les parties de toi. Je me disais, tu sais, je fais de la musique, je veux que les gens aient un bon moment quand ils écoutent ma musique, donc je vais leur donner des bonnes vibes, tu vois. Je me suis concentré sur un élément très positif, et finalement, ça a parlé plus à des gens de la pop qu'à des gens du hip-hop. Mais moi, je viens du hip-hop, tu vois. Et au final, c'est comme si j'ai ressenti, comme si j'avais déconnecté avec ce qui était vraiment important, ce qui m'avait connecté à la base. Et avec Trop de Love, j'ai voulu revenir aux sources. Donc le processus est parti que, je me rappelle, un de mes amis, c'est vraiment bizarre, là. Les artistes ont des trucs bizarres comme ça, mais mon ami avait une paire de lunettes rouges, il me l'a passée, et j'ai comme vu le monde en rouge, et quand j'ai enlevé les lunettes, le monde était gris, j'ai remis les lunettes, le monde était rouge. Ça m'a donné cette impression comme ça qu'en fait, c'est la façon dont tu vois les choses qui fait ta vie. Donc si les gens, je pense qu'ils m'aiment moins parce que j'avais fait moins d'hip-hop, c'est ma perception. Donc à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais dans ma perception, je vais faire quelque chose qui ressemble plus à mes sources. Et je suis revenu avec des trucs plus loud, des trucs plus percutifs, des trucs avec plus de trap, et surtout des textes beaucoup plus viscérales, beaucoup plus incisifs. Tu vois, je voulais dire des trucs que les gens ils fassent, oh, ok, ouais, putain, David Campana, il a des choses à dire, en fait. Il est pas juste là pour nous chanter la bonne vie, tu vois. Je suis quelqu'un qui a beaucoup d'espoir, qui aime la lumière, mais en même temps, j'ai une partie dark en moi, et je pense que la musique m'aide à penser cette partie-là. Mais avec le Trop de Love, c'était ça. Je voulais aller visiter mon dark. J'ai fumé. Je dormais pas la nuit pour écrire mes textes. Je voulais écrire les textes ma nuit, tandis que Bonjour, je les ai écrits le jour. Donc, il y avait vraiment un processus complet dans ma manière d'approcher le truc, d'une manière beaucoup plus mature aussi, plus sûre de soi, plus incisif. Tu parles de textes sombres. J'ai plus l'impression, finalement, est-ce que c'est pas juste réaliste au-delà d'être sombre? Ouais, c'est sûr comme ça que je pense aussi à cause du style de musique que je fais qui est beaucoup plus cloud, qui est beaucoup plus évasif, tu vois, parce que je m'en vais dans des notes plus aiguës. Je pourrais jamais vraiment faire passer un message vraiment sombre. Mais par exemple, dans Monégasque, par exemple, c'est comme si je surfe avec un sourire sur une vibe sombre, tu vois, si tu veux le voir dans une image. Il y a un oxymore, il y a une antithèse exact. Au sein même du morceau. Exactement. Donc c'est comme oui, c'est sombre, mais comme c'est réalistement, c'est ça la vie. Est-ce que tu veux la vie vraiment de manière sombre, ou tu veux au moins sourire durant le processus, toi? Et c'est ça la vibe. Comme dans T'inquiète, y a pas de souci, par exemple. Et toi, t'écris sur des prods, ou est-ce que c'est la prod qui t'inspire vraiment, ou est-ce que t'écris sans prod, tu peux écrire des textes comme ça et après c'est seulement tu la poses sur la prod? Ça dépend, ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Des fois, j'ai des prods, j'écris tout de suite. Et d'autres fois, c'est une autre prod qui m'a inspiré. Et finalement, quand on le fait, on trouve que il manque quelque chose. Et finalement, on laisse le son traîner. Et 2 mois après, on tombe sur une prod, on essaie le texte. Waouh, c'est encore meilleur, tu vois. On comprend cette prod. Mais la plupart du temps, la façon que je fonctionne, si tu veux savoir mon processus, j'y vais par les mélodies. Avant, j'écrivais beaucoup de base. Maintenant, j'y vais vraiment par les mélodies. Je connecte avec la musique par les mélodies de base. Par les top lines aussi? Exactement. Mais je fais mes propres top lines, je développe mes propres mélodies. Je veux vraiment des mélodies qui sont atypiques. Et dès que j'ai celles qui surfent bien, tu vois, je fais même ma chanson avec mes mélodies. Et après, quand j'ai ma chanson complète, avec la vibe, les mélodies, donc là, j'ai tout ce qui est important de la chanson, tu vois. L'arrangement, le sens mélodique que tu veux aller. Et après, j'appose les mots que la mélodie m'inspire, en fait. Je suis purement connecté, tu vois. À chaque fois que j'ai parlé avec des artistes
québécois, donc du Canada francophone, à chaque fois, ils me disaient qu'ils ont beaucoup plus été frappés, influencés, marqués par le rap US. Est-ce que toi, c'est quoi ta part de proportion vis-à-vis de ça? Parce que je sais, je me suis un peu renseigné, des artistes qui t'ont marqué beaucoup, c'est aussi des Français. Je pense à Soprano, à Gims. Exact. Tu parlais tout à l'heure de Kerry James avec le morceau Exact. À l'ombre du show business. C'est Exact. quoi les proportions? Qu'est-ce qui t'a le plus marqué et à quelle période de ta vie? Est-ce que c'est plus le US ou est-ce que c'est plus le francophone? Je dirais que c'est vraiment partagé. J'ai vraiment fait, j'ai fait les deux en fait. J'ai commencé vraiment par du rap français et bizarrement j'ai formé un groupe en 2013 avec un Français justement mais qui adorait le rap US. Et lui, il m'a retourné dans la vibe US, tu vois. Je suis tombé sur Flatbush Zombie, je suis tombé sur Underachievers, c'était toute la vibe ASAP. Et ça, c'est comme ça m'a redonné goût à la vibe américaine. Et après, ben, Drake est arrivé et là, ça a vraiment touché à une fibre que j'essaie de travailler depuis quand même assez longtemps, tu vois, donc la musicalité sur du trap. Et quand j'ai vu qu'il est arrivé, je me suis dit, c'est ma porte d'entrée, en fait. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Il y a des gens, ils vont dire, oh non, il a fait ça avant moi. Mais moi, je le vois différemment. Je me dis, il y a de la place pour tout le monde. Il y a 7 milliards d'humains sur la planète. S'il y a quelqu'un qui fait ce que tu fais et que ça marche, ça veut dire qu'il y a un marché, tu vois. Et ça m'a motivé à continuer dans cette zone-là. Donc, le rap français aussi a évolué aussi dans beaucoup de la musicalité. Quand PNL est arrivé, ils ont aussi changé le visage du rap. Donc, en même temps, ça m'a beaucoup attiré, tu vois. Je suis pas vraiment... je suis quelqu'un de très ouvert musicalement, tu vois. Donc, je pourrais pas dire qu'il y a plus un qui m'influence que l'autre. Présentement, en ce moment, live, je suis plus inspiré par le rap US, pour le moment. Mais ça veut pas dire que j'écoute pas de PNL, ça veut pas dire que j'ai pas signé l'album de SCH, ça veut pas dire que j'écoute pas de Booba, tu vois, j'écoute du Damso, tu vois. C'est juste que je pense que je suis plus en mode analyse quand j'écoute du rap US, par exemple. Mais ça, c'est présentement. Je sais pas ce qui va arriver. Peut-être que, PNL va sortir un album, et là, je vais être en mode analyse de l'album de PNL et tout, tu vois. Mais tu sais, j'adore Lelo, j'adore Hamza, tu sais, j'adore le rap français. C'est juste que présentement, ouais, je suis dans une vibe un peu plus US. Peut-être, à cause de Don Toliver, ces gars-là, tu vois. Gona, qui amène une vibe que je trouve qui est vraiment intéressante. Paix à son âme, mais XXXTentacion aussi était un gros artiste à quel que j'ai dig aussi. Est-ce que les morceaux teintés de mélancolie te touchent beaucoup plus que les morceaux... j'ai l'impression que je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un peu le cas. Est-ce que toi, tu as des morceaux de rap français, francophone, qui t'ont particulièrement touché, qui sont pas à l'ombre du show business de Kerry James, qui sont vraiment teintés de mélancolie? On parle de mélancolie. Ouais, of course. Jusqu'au dernier gramme, c'est le son qui m'a... Putain, ce son, il m'a... Dans les dernières années, je pense, dans le rap français, c'est vraiment ce son que j'ai le plus saigné, je pense. Puis c'est fou parce que ils en ont fait plein des super bonnes tracks aussi après, là, ODD, plus récemment Blanca, qui est énorme. Mais tu sais, ce son m'a vraiment... Il y avait pas seulement lui, il y avait aussi... dans l'album, il y a Onizuka. C'est des sons... C'est vraiment... Ce groupe PNL m'a vraiment frappé, en fait, dans mon processus créatif. Surtout au niveau de la mélancolie. Donc, c'est vraiment ce son. Jusqu'au dernier gramme, c'est vraiment le son mélancolique qui... Je trouvais comme ça qu'en fait, même après ça, j'ai commencé à chercher des beats. Tu sais, avant, je cherchais beaucoup de Thai beats sur Internet. Et après ce son, je me suis dit, mais putain, on dirait que c'est du Weeknd, mais sans être de Weeknd. Et moi, j'écoute beaucoup de Weeknd. Et j'ai commencé à chercher des instrus de Weeknd X PNL, tu vois, dans ma tête. Parce que j'imagine, c'était le style de musique que je voulais faire. Et c'est ça. Ouais, exact. Donc la mélancolie, of course, c'est vraiment des trucs... C'est plus vieux, il y a... Je sais pas si tu connais, mais c'est plus vieux, là, mais c'est La Colombe de Soprano. Ouais, si, dans les premiers albums solo de Soprano, etc., etc. Ouais, ça aussi, c'est hyper mélancolique, mais c'est hyper bon, tu vois. Ouais. Est-ce que... t'as le droit de pas répondre à cette question. Est-ce que toi, quand tu consultes les auditeurs, les gens qui suivent ta musique... T'as des gens en France, en Europe, et est-ce que au-delà de ça, c'est un réel objectif de s'exporter dans l'Europe francophone avec ta musique ou anglophone, attention. Ah ouais, moi je veux une carrière internationale dans la musique, ça c'est sûr.
le vent me mènera où il faut que j'aille, tu vois, mais je veux vraiment exporter ma musique et j'aimerais tellement que la culture québécoise soit exportée à l'international et qu'on soit aussi écouté parce qu'il y a des belles choses à offrir. Je sais que des fois l'accent ça peut choquer certaines communautés françaises quand ils nous entendent, mais en même temps, c'est pas tous les rappeurs qui ont des accents à prononcer et en même temps ça reste que c'est du il y en a qui aimeront ça, il y en a qui aimeront pas ça, mais il y a quand même de quoi de plus quand même commercial ici à offrir et qui peut marcher de manière internationale. Et moi personnellement, c'est sûr que c'est un objectif. Pour ce qui est des gens qui m'écoutent en France, je veux dire, il y a un petit bagage de gens qui m'écoutent en France, respect à eux. Je veux dire, dans le sens, avec tout ce qui se passe en France en termes de musique, qui est déjà une petite communauté de gens qui écoutent David Campana et qui est déjà, oui, qui est peut-être un peu connu au Québec, mais qui est pas tant, je veux dire, dans le sens, je suis dans un processus aussi chez moi, tu vois, pour être connu. Je me dis, c'est hyper positif et ça me motive pour l'avenir. Que ça soit 10 ou 100 personnes qui m'écoutent en France, ça reste que c'est 100 personnes d'une part où je ne vis même pas et où je ne suis même pas médiatisé. Tu comprends? C'est très positif. Est-ce que, quelque part dans l'album, sur un morceau en particulier, tu as pu te surprendre, que ce soit musicalement, textuellement, au niveau des flows? Est-ce qu'il y a un morceau en particulier ou même un refrain où tu as pu te dire, ok, j'ai quand même fait quelque chose que je pensais pas pouvoir faire? Ah ouais, vraiment. Il y a pas de souci. En fait, c'est le son que je trouve le plus particulier parce qu'en fait, il va vraiment plaire aux anglophones, tu vois. Mais les francophones, ils sont un peu choqués parce que déjà la vibe, l'instrumental est très simple et très américain dans le sens que on modifie rien, on met juste une grosse basse et une petite mélodie, tu vois, une mélodie sud des États-Unis avec un petit côté latino, tu vois. Et moi, j'arrive avec un flow hyper R&B, tu vois, dessus. Et ça, ça c'est exactement le style de musique que je veux amener, tu vois. Et vraiment, je me surprends, surtout comme quand je rentre sur le premier couplet. T'inquiète, je fournis la vibe pendant que toi tu rappes. Tu sais, c'est hyper lourd, là, tu vois, c'est comme, les gars, ils s'attendent pas à ça, tu vois, et c'est drôle parce que mon producteur, il était en voiture avec des gens qui venaient de Toronto, tu vois, et il discutait avec eux parce qu'il allait mixer pour un des gars, tu vois. Et lui, il est lourd parce qu'il sait comme ça que c'est comme ça que ça marche, il faut passer les sons, tu vois. Donc là, il fait passer du Drake, il fait passer T, il fait passer ça, il fait passer, à un moment donné, il glisse, pas de souci, tu vois. Et là, au bout de comme 20 secondes, le mec en arrête, who's that guy? C'est qui ce gars-là? Mais c'est un gars de Toronto, tu vois. Ah, et c'est incroyable et ça nous fait une putain de fierté pour nous parce qu'on se dit putain, ok, la vibe est entendue à l'international et c'est vraiment l'objectif parce que nul n'est prophète dans son pays. Au final, je pourrais me battre pendant des années à vouloir montrer ce que je fais à quelqu'un qui me connaît, il va toujours me connaître. Pour lui, je suis le gars qui a connu, qui habite à Villeray, tu vois. Donc, il pourra pas m'imaginer. Mais quelqu'un qui me connaît pas, qui vient de Toronto, par exemple, il connaît pas tout le délire, tu vois. Pour lui, c'est waouh, c'est un gros son et il y a peut-être une légende derrière, tu vois. Il y a peut-être quelque chose. Donc c'est cool d'être respecté à l'extérieur. Comme ça, quand tu reviens chez toi, les gens ils apprécient finalement ta valeur. Est-ce que tu as un morceau préféré dans l'album, un que tu as préféré créer, un que tu t'es peut-être particulièrement surpris aussi, hein? Mon préféré, c'est Magie. Pour plein de raisons. La structure est atypique. Il y a 3 refrains, le bridge est au milieu au lieu d'être à la fin. C'est complètement... en fait, c'est vraiment... On a suivi la top line à fond parce qu'on trouvait qu'elle était trop lourde et on l'a pas changé, tu vois. Ce qui est très rare, habituellement, tu fais un arrangement. Mais là, c'était trop lourd. Et malgré les conseils de mon ingénieur, qui est d'ailleurs français, Igor Dubois, qui est hyper lourd aussi, qui travaille avec Mammouth, qui est un des beatmakers pour Oh Boy. Je sais pas si tu connais. Je connais Oh Boy, ouais. Ouais, mais Mammouth, c'est lui qui a fait Cabeza. Je sais pas si t'as pu l'entendre. Ouais. Et puis Caprison, Posé dans mon cap, enfin, bref. Exact, voilà, ça fait comme ça, quoi. Ouais, voilà. Mais tu vois, Igor, c'est un génie aussi de la musique, tu vois. Il connaît les arrangements, il connaît les trucs. Il m'a suggéré, il m'a dit non, tu devrais aller dans ma structure. Mais comme je t'ai dit, j'étais beaucoup plus mature dans mon processus de création. Et, non, vas-y, on va y aller comme ça. C'est ma décision. C'est mon son préféré de l'EP. Je veux qu'il soit comme ça, tu vois. Après, ça fait des bons clashs. À la fin des discussions, généralement avec les artistes, je leur demande quelle est leur collaboration de rêve. Toi, j'imagine que je l'ai déjà trouvé. Je pense que c'est Michael Jackson. Ah ouais, ça serait ouf. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu la question. Je vais te dire, si toi, aujourd'hui, tu as l'occasion d'être en studio avec Michael Jackson, comment tu vois cette collaboration? Quel titre tu lui donnerais? Dans quelle ambiance tu aimerais emmener Michael Jackson? Il dit, c'est toi qui fais la direction artistique. À toi de nous dire, David Campana.
Clairement, le son, le titre, ça s'appellerait Cold Nights parce que, en gros, je sais qu'il est dans une vibe très sombre, Michael, et aussi, je veux l'amener au Québec, il fait froid, donc je m'imagine record ce son la nuit, et aussi, on irait dans une drill R&B, parce que Michael, sur de la drill, je vous jure, bro, les gens sont pas prêts, les gros. Ils sont pas prêts. Tu mets une guitare en arrière. Oh putain, je te jure, le solo qui te ferait là-dessus. Ah non, oublie ça, mon gars, ça serait lourd de ouf. Et ouais, ça serait une vibe français-anglais avec Michael et David Camp. Oh putain, tu me fais rêver en fait, man. Tu me fais rêver. Tu me fais rêver de ouf. Ça aurait pu être possible. Hein. Ah ouais, je te jure. Mais oui, et regarde, dans la vie, il n'y a rien n'est possible. Mais la mort, c'est la seule chose qui clôture le débat, tu vois. Et voilà. Mais, bro, c'est une belle question, ça. Ça me fait rêver, ça me fait penser, c'est fou. Mais tu sais, Drake, il a réussi à faire un feat avec Michael parce qu'il a racheté les voix qui ne sont jamais sorties. Ça, c'est une manière de le faire. Après, il y a la question du naturel. Ouais, j'ai l'impression. Il y a la question que tu prends la voix d'un être humain qui est mort, qui t'a pas fait, tu sais, il n'y a pas le feeling. Il y a un débat là-dessus, là. Il y a des gens qui pourraient prendre les pistes voix Wave qui sont sur l'ordinateur de l'ingé son de Pop Smoke et dire j'ai fait un featuring avec Pop Smoke. Le gars est mort, il te connaissait même pas, il savait même pas qu'il y avait un atome de toi qui existait sur Terre. Tu dis t'as fait un feat avec Pop Smoke. Tu vois ce que je veux dire? Je suis 100% d'accord avec toi. C'est vrai. Enfin bon. Merci beaucoup David Campana d'avoir passé ce moment avec moi, avec nous sur Hype Soul. Merci frérot, merci Youssef. Shout-out à la France, shout-out à Paris, shout-out à tout le monde, shout-out à Marseille, shout-out à tout le monde qui est là. Ça me fait un plaisir d'être sur les ondes de l'autre continent francophone et de l'autre pays francophone. Bon, ça me fait un plaisir de fou d'être là et c'est ma première entrevue, c'est ma deuxième entrevue française et j'espère que ça va continuer en fait. J'espère. Merci de nous avoir écoutés. C'était Youssef pour Hype Soul. On rappelle le projet Trop de Love de David Campana disponible partout. Il faut aller streamer. Et rendez-vous au prochain épisode.